Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir au crash du 19 octobre dernier d'un F-35A aux États-Unis. Il décollait de Hill Air Force Base et apparemment ça s'est mal passé lors du retour de la mission. L'objectif, c'est en 1 de parler un petit peu de ce terrain, en 2 du F-35, principalement le A, celui de l'Air Force, mais en 3 de regarder l'accidentologie du F-35 et la comparer à l'accidentologie du Rafale, afin de voir si cet avion a vraiment un souci, mais également si la cause principale de l'attrition de ces avions est la même que celle du Rafale, ou si nous sommes sur deux problèmes de tendance principalement différentes. Et vous allez voir, c'est pas tout à fait la même raison. Et si vous en avez marre des choses qui sont trop technologiquement avancées, que vous voulez revenir un petit peu aux bases, je vous présente notre partenaire sur cette vidéo, Enlisted. C'est un jeu multijoueur autour de la Seconde Guerre mondiale où vous pouvez incarner un fantassin ou même un pilote. Enlisted se focalise vraiment sur la réalité historique. Vous allez pouvoir vivre différentes campagnes en Russie, en Europe, la Normandie, ou même dans le Pacifique. Mais vous serez toujours mis au cœur de l'action. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que ça vous donne un nouveau point de vue sur les faits historiques, sur les champs de bataille qui ont eu lieu, et que ce soit aux commandes d'un P-51 au-dessus de la Normandie ou en train de décoller du pont d'un porte-avions japonais dans le Pacifique, ça vous permettra de mieux comprendre les challenges qu'ont eu à vivre les hommes et les femmes durant cette époque. Le travail en équipe est absolument fondamental et c'est pour ça qu'il y a un mode squad qui vous permet de l'idée de donner des ordres à votre équipe si vous êtes fantassin au sol ou à vos équipiers si vous décidez de faire la guerre depuis la 3e dimension. Et attention parce que tout peut vous tuer, peut être endommagé ou peut être détruit sur le champ de bataille. Vous pouvez jouer à Enlisted sur PC, sur Xbox Series X, S, sur PS5, PS4, mais le mieux à faire, c'est vous cliquer sur le lien qui est juste en dessous, le téléchargement est gratuit et derrière, vous pouvez jouer. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'en cliquant sur le lien en dessous, vous avez droit à un bonus gratuit. Vous allez avoir 3 jours premium, mais également des commandes d'armement et de troupes, alors n'hésitez pas. Alors cliquez sur le lien et on se retrouve sur un champ de bataille quelque part au milieu du Pacifique ou en Europe. Allez, j'en dis pas plus, on attaque juste après le jingle. Roger ball. Le 19 octobre, il y a donc eu à 18h15 local un F-35 de la 388e Fighter Wing qui s'est écrasé au nord de Hill, donc c'est dans l'Utah, et le pilote va bien, il s'est éjecté, a été gardé la soirée à l'hôpital, mais encore une fois, merci Martin Baker, ça s'est bien passé. Deuxième perte de F-35A pour l'US Air Force, depuis sa mise en service en 2016. La dernière, c'était à Eglin, c'était en 2020. On en avait parlé sur cette chaîne. Rappelez-vous le problème de la visière, de la fatigue et du posé beaucoup trop rapide et ensuite un bug au niveau des systèmes de vol, ce qui fait que le pilote s'est éjecté, il n'arrivait pas à redécoller, il n'arrivait à rien faire. À l'heure actuelle, ce que l'on sait d'après des témoignages, c'est qu'il y a eu un souci réacteur, que son réacteur était en feu avant de percuter la planète. Quand vous avez un avion monoréacteur et qu'il a un souci, ce n'est pas une situation d'avenir, et en avion de chasse, c'est généralement assorti par le haut, l'éjection, la finesse d'un avion de chasse, la manière dont il fonctionne, la redondance en cas de panne moteur ne permet pas toujours de ramener l'avion. Vous n'avez pas forcément les productions d'électricité ou d'hydraulique nécessaires quand le réacteur ne fonctionne pas pour vous permettre de ramener l'avion. Un super étendard, vous étiez 10 000 pieds au-dessus du terrain, vous pouviez planer jusqu'au posé. Un Rafale ou un F-35, c'est beaucoup plus problématique parce que vous avez des commandes de vol électriques et il faut en permanence une certaine génération d'électricité à bord pour pouvoir contrôler l'avion. La base de Hill Air Force Base, elle est en altitude. Elle est située à 1460 mètres de haut, ça fait quasiment 5000 pieds. Il n'y a qu'une seule piste, une 1432, mais elle est du coup très longue, quasiment 4117 mètres. Pourquoi aussi longue alors que le standard OTAN, c'est 2800 mètres? Une des raisons, c'est à cause de l'altitude. Quand il fait chaud, il va vous falloir beaucoup plus de distance pour pouvoir décoller. Elle est nommée en honneur au Major Ployer Peter Hill, dont nous avons déjà parlé. Alors Peter Hill, c'était un des plus grands pilotes d'essai de sa génération. Il a testé plus de 60 prototypes différents
pour le compte de l'US Army Air Corps, c'était avant la création du US Air Force, et il est mort alors qu'il était observateur à bord du prototype du B-17. Rappelez-vous l'histoire à Wright Field en Ohio. C'était le crash devant tout le parterre d'officiels où ils avaient oublié de retirer les blocages commandes de vol sur le prototype et l'avion avait décollé, était monté en incidence et s'était recrashé et s'était écrasé dans la foulée. Ils n'avaient pas pu contrôler l'avion, ils n'avaient pas fait de checklist pour la bonne et simple raison qu'à cette époque-là, les checklists n'existaient pas. Et c'est suite à l'accident du Major eh bien qu'il a été décidé de créer les checklists. Donc dès que vous utilisez une checklist, c'est grâce, entre guillemets, au sacrifice du Major Hill. Cette base, elle est créée dans les années 40. C'est une énorme base de maintenance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez de l'A-26, vous avez du B-17, du B-24, mais également des chasseurs, P-40, P-47, P-61, qui y vont. Et en 1943, il y a quand même 22 000 personnels civils et militaires qui travaillent sur la base au quotidien. Une base militaire classique de nos jours, c'est 2000-3000. Hein. Là, on est sur 22 000 personnes. En 1944, elle se spécialise dans le stockage, notamment des P-40. Et à l'heure actuelle, vous pouvez aller la visiter. Il y a un musée sur plus de 12 hectares, 80 aéronefs. Et cette base est très importante parce qu'elle donne accès au Utah Test and Training Range, qui est une zone d'entraînement et de tir où les avions de chasse peuvent s'entraîner. Et ça permet donc l'entraînement des pilotes, l'entraînement du matériel, et c'est des espaces aériens ségrégés avec des zones au sol interdites aux civils. Forcément, vous vous doutez bien, il n'y en a pas partout, et avoir une base à côté, c'est très efficace. Sur cette base, il y a des F-35 au 4e Fighter Squadron, au 34e, au 421e, mais également chez les réservistes, au 466e. On parlera sûrement un jour de la réserve de l'Air Force, dites-moi si ça vous intéresse. Ce sont d'anciens pilotes qui continuent à servir leur pays dans la réserve. Un super concept. Cette base de Hill Air Force Base, elle a été médiatisée il y a quelques années parce qu'ils ont mis en ligne 52 F-35A pour faire ce qu'on appelle une Elephant Walk. L'Elephant Walk, c'est un terme qui vient de la Seconde Guerre mondiale, qui veut dire en fait c'est le roulage de tous les avions en vue du décollage, en section généralement, où ils sont très proches les uns des autres, où ça ressemble à tout un groupe d'éléphants qui vont à la mare pour boire un coup. Ça vient des grands raids sur l'Allemagne où il y avait des fois plus de 1000 bombardiers, on voyait tous ces B-17 ou autres rouler ensemble. C'est de là que vient ce terme de roulage des éléphants. Et l'objectif de ces Elephant Walk de nos jours, c'est montrer la capacité à mettre en œuvre un maximum d'aéronefs d'un coup. Donc montrer la capacité de travail d'équipe, l'efficience et la disponibilité du matériel. Vous ne pouvez pas faire rouler des F-35 s'ils ne sont pas disponibles. Et donc ça vous montre, moi s'il y a besoin, je peux envoyer 52 F-35A d'un coup et ça va faire mal. C'est ça un peu le concept de l'Elephant Walk. Alors le F-35A, je ne sais pas s'il y a encore besoin de le présenter. Premier vol en 2006, c'était le 15 décembre 2006. Énormément de clients. Les États-Unis forcément, mais l'Australie, Belgique, Danemark, Suède, Israël, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Corée du Sud, la Suisse, l'Angleterre. Si vous avez l'impression que les 2/3 de ces pays sont en Europe, c'est un autre problème. Nous pourrons le traiter si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. 3 versions, A, B, C. Jusque-là, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est pas cher. A, c'est pour l'Air Force. B, Boat, c'est pour USMC, les Marines qui n'ont pas des porte-avions, mais des porte-aéronefs. Et C, carrière, porte-avions, catapulte pour partir, brin d'arrêt pour revenir. Là où le B, c'est du décollage court, par exemple, avec du sky jump et du posé plus ou moins vertical, ce qu'utilisent également les Anglais. Plus de 840 aéronefs produits. Nous avons passé apparemment le million d'heures de vol, nous en reparlerons tout à l'heure. 13 tonnes 3 à vide, 31 tonnes 7 au masse maximum au décollage. C'est donc un avion qui est plus lourd que le Rafale, une poussée absolument énorme de la part de son réacteur, le F-135. On est sur du 12 tonnes 5 à sec, comme on dit, sans la post-combustion, 19 tonnes avec la post-combustion. Le Rafale, le M88, nous sommes sur du 7 tonnes 5 avec la PC par réacteur. Vous vous rendez compte? 7 tonnes 5 pour M88, 19 tonnes pour le F-135. Au niveau de l'accidentologie, ça remonte tout premier à 2014, le 23 juin 2014, avec un feu réacteur à Eglin, plus de 50 millions de dollars de dégâts. Il y avait des morceaux, des LED qui avaient été retrouvés sur la piste, 12 jours d'arrêt de la flotte décidés derrière. Ne prenez pas mal ces décisions d'arrêt de flotte, c'est pour la sécurité, c'est au contraire une bonne chose. Ensuite, il a fallu attendre 2018.
2018, le 28 septembre, ce sont les Marines qui ont eu pour les premiers un souci à cause d'une conduite de carburant, où là, eh bien, l'avion a été perdu, le pilote s'est éjecté, et vous avez eu un jour d'indisponibilité de la flotte, ils ont vérifié toutes les conduites carburant. Donc, premier crash dû à un souci d'approvisionnement de carburant, donc un souci purement technique et non pas humain, au sens pilote du terme. En 2019, le 9 avril, au Japon, un pilote aurait eu une désorientation spatiale et se serait crashé. Il y a eu énormément de débats sur le fait que c'était les Chinois, tout ça, bref, ça part dans tous les sens. Le compte-rendu officiel parle d'une désorientation spatiale, mis en avant par le fait qu'il n'y a jamais eu de message de détresse de la part du pilote. Nous sommes donc sur un deuxième avion perdu, ce coup-ci pour du facteur humain, ce qu'on appelle du CFIT, Controlled Flight into Terrain, un souci de désorientation spatiale qui, vous allez le voir, est déjà arrivé dans l'armée de l'air française sur Rafale. 19 mai 2020, à Eglin, le fameux accident dont je vous ai parlé tout à l'heure, problème de réglage du casque, fatigue du pilote, vitesse qui était excessive et derrière un bug. Nous sommes sur un problème informatique et un problème humain, j'ai envie de dire un mix des deux, 50-50. Derrière, vous avez le 29 septembre 2020, une collision en vol lors d'un ravitaillement, c'est très rare. Encore une fois les Marines, entre un KC-130 et un F-35. Le KC-130, si ça vous intéresse, dites-le moi, on étudiera tout ce cas. Il a réussi à se poser, on ne sait pas trop comment, ils ont d'ailleurs été récompensés avec beaucoup de dégâts. Le pilote du F-35, lui, s'est éjecté, donc là, on est sur du facteur humain. 12 mars 2021, eh bien là, c'est un incident en vol, alors qu'un F-35 des Marines, donc un B, était en train de tirer avec son pod canon qui est situé sous l'avion. C'est un optionnel. Sur le B, pour des raisons de masse, tout ça, il n'est pas en interne. Eh bien, sur le canon de 25 mm, il y a eu une explosion lors du départ de la munition, ce qui a endommagé l'avion. Ça a mis des morceaux à l'intérieur de l'avion. Il y en a eu pour 60 à 600 000 $ de réparation. Mécanique, encore une fois, technique, technologique, si vous voulez. Le pilote n'y était pas pour grand-chose. Le 17 novembre 2021, ce coup-ci, c'est un F-35B anglais qui, décollant du HMS Her Majesty Ship Queen Elizabeth, eh bien, fini dans l'eau. Le compte-rendu n'est pas encore sorti, mais il semblerait que ça soit à cause de cache au niveau des entrées d'air, au niveau des protections. Un défaut de checklist basique, mais nous entendons le compte-rendu d'enquête, mais c'est probablement un défaut de checklist, donc de l'humain, mais là, voilà, l'avion ne peut pas voler si vous lui mettez des caches sur les entrées d'air. Derrière, en 2022, il y a eu un posé sur le ventre. Là, c'était en Corée du Sud. Ils ont eu pas mal de soucis, les Coréens, avec leur F-35. En vol, ils ont eu des gros bangs. Et derrière, le pilote, il s'est retrouvé avec seulement le moteur et les commandes de vol. J'ai envie de vous dire, s'il faut garder deux choses, c'est le moteur et les commandes de vol. La tour de contrôle lui dit « éjecte-toi », il refuse, il décide de se poser sur le ventre, il réussit à se poser en toute sécurité, avec le train qui ne sortait plus, avec voilà, purement que le moteur et les commandes de vol et aucun autre système qui fonctionnait. Ça a pas mal fait parler comme incident. Ce coup-ci, nous sommes purement sur, voilà, probablement de la machine. 24 janvier 2022, nous en avions parlé sur cette chaîne, un F-35C, ce coup-ci de la Navy, du VFA 147 qui essaye d'apponter sur l'USS Carl Vinson en mer de Chine. Et là, ça ne se passe pas comme prévu. Il vient s'écraser sur le pont, 7 blessés, passe par-dessus bord et coule. Le pilote s'éjecte en toute sécurité. Nous attendons le compte-rendu de cet événement qui est probablement quand même lié à du facteur humain. Et le dernier en date, voilà, apparemment, sûrement un souci, si le réacteur était en feu, un problème lié au groupe motopropulseur. Alors, au 4 avril 2022, les F-35 ont fait un demi-million d'heures de vol. F-35 au 4 avril 2022, un demi-million d'heures de vol. Au 27 octobre 2022, les M88, les réacteurs du Rafale, ont fait 1 million d'heures de vol. Il y a 2 M88. À partir de là, ça fait voilà, des chiffres que j'ai réussi à trouver, à peu près un nombre d'heures de vol légèrement équivalent. Il y a un petit peu plus de vols qui ont été effectués par le F-35 à l'instant T que le Rafale. Regardons l'accidentologie du Rafale. Premier crash, l'armée de l'air et de l'espace, à l'époque armée de l'air en 2007. Nous en avons parlé sur la chaîne. Désorientation spatiale, c'est la réponse officielle. Donc, un avion perdu, exactement comme l'UF-35 en 2019 au Japon pour désorientation spatiale. En 2008, un avion est sorti de piste, éjection, c'était à Lanbiway, où là, eh bien, on peut dire qu'il y a quand même du facteur humain dedans. L'avion n'avait pas vraiment de soucis, on est sur une accumulation de choses. Décision, vous sortez de piste, éjection, donc on est sur du facteur humain. Ensuite, 2009, collision en vol entre deux avions.
2 Rafale Marine, une personne malheureusement est décédée, facteur humain on peut dire principalement également. En 2010, le M18, un Rafale M, souci de gestion au niveau du pétrole et de compréhension du système pétrole, éjection, avion perdu, et là il y a un souci quand même au niveau technologique, au niveau du système, mais j'ai envie de vous dire ça reste du facteur humain parce que c'était un problème de compréhension. On ne peut pas dire que ce soit l'équivalent du crash en 2018 à cause de la conduite carburant qui casse. Là, c'est plus des décisions et une succession de décisions qui ont amené à cette urgence pétrole et à cette extinction pétrole. Donc on est sur du facteur humain, encore une fois, pour cette perte du M18. Pour ce qui est derrière du M14 en 2012, combat aérien au large de l'Espagne. J'étais sur le porte-avions à ce moment-là. Et là, c'est du combat aérien, sorti du domaine de vol, facteur humain. Là, encore une fois, facteur humain. 2019, crash en Égypte. Alors là, ça n'a jamais été vraiment officiel, mais il semblerait que lors d'un vol d'entraînement, à de la démonstration, il y a eu un crash avec un Rafale égyptien. J'ai trouvé ça en source ouverte. Dans ce cas-là, c'est probablement, de ce que j'en ai compris, du facteur humain également. Dernier point, vous avez la collision au sein de l'armée de l'air et de l'espace lors du meeting de Cognac. C'était le 22 mai dernier. On en a parlé également sur cette chaîne des 2 avions qui se percutent, du facteur humain. Pourquoi cette comparaison? Je pense que vous l'avez compris. À ma connaissance, et je relis mes notes, à ma connaissance, nous n'avons pas perdu de Rafale pour des soucis mécaniques ou de design. Et là, je voudrais quand même prendre un temps, regarder droit dans les yeux toutes les personnes qui ont travaillé sur le programme Rafale et vous remercier. Parce que c'est incroyable qu'avec une flotte qui ait fait un demi-million d'heures de vol, on n'ait pas perdu un seul avion pour des soucis de design ou de conception. Ça montre à quel point on peut être fier quand même de notre industrie nationale et de ce que Dassault et tous les sous-traitants et les écoles d'ingénieurs avant ont réussi à réaliser. Moi, je trouve ça assez incroyable personnellement. Et j'ai pas voulu prendre de parti pris. Là, j'essaye vraiment d'être aussi apolitique et neutre que possible. On a repris la liste. On peut discuter, si vous voulez, du 2010, du M18, mais ça reste des décisions humaines qui ont mené à l'éjection. Donc, le fait qu'il y ait des pertes... Alors oui, juste quand même, avant que vous tiriez à boulet rouge sur tous les pilotes, on ne compte pas le nombre d'accidents ou d'incidents évités grâce aux décisions des pilotes. Et croyez-moi, il y en a énormément, d'accord? Le pilote, de manière générale, il évite plus d'accidents qu'il n'en crée. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Toujours est-il, si l'on compare l'accidentologie des F-35 à celle du Rafale, on voit clairement qu'il y a un pourcentage non négligeable de F-35 qui sont perdus du fait de la machine, du fait de la technologie de ses limites ou des problèmes de fabrication, là où sur le Rafale, à l'heure actuelle, et je touche du bois, ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'est un point très intéressant. Maintenant, on va continuer à voir comment évoluent les flottes, on va continuer à voir comment évolue l'accidentologie. Il nous manque encore des comptes rendus d'accidents du côté F-35, autant que ça soit released to the general public, qui nous les sortent. Néanmoins, le F-35 posé sur vente, vous doutez bien que le pilote ne l'a pas fait par plaisir. Vous vous doutez bien que l'explosion sous l'avion avec le pod central, voilà, l'obus, il n'a pas explosé par plaisir, ça vient souvent d'un problème de réflexion de fabrication. Ça n'a jamais posé de gros soucis sur Rafale, le canon. Il y avait peut-être d'autres soucis à d'autres moments, mais tout a été réglé sans abîmer d'avion. Donc je trouve que c'est très intéressant de comparer les deux et d'en arriver à la conclusion. La conclusion, je pense que c'est intéressant de voir qu'en fait on compare un avion de génération 4.5 à un avion de génération 5, 5e génération, 4e génération et demie. Vous connaissez loi de Moore, loi de Butter, loi de Kryder, j'en parle régulièrement en conférence pour dire que la technologie elle croît à une vitesse exponentielle autour de nous, que vous avez capacité de calcul de l'informatique qui augmente, vous avez capacité de vitesse de communication, capacité de stockage. On a donc des avions de plus en plus avancés technologiquement et la technologie nous permet de faire des choses de plus en plus complexes. Or, cette complexification au carré, j'ai envie de dire, de manière exponentielle, eh bien peut-être qu'elle touche d'autres limites, des limites en termes de gestion de projet pour ce qui est du F-35, et cela amène à des problématiques qui n'ont pas affecté un programme comme celui du Rafale qui date plutôt des années 80, mais qui ont affecté un programme des années 2000 parce que tout simplement c'était énorme en termes de choses à gérer et le programme était absolument monstrueux. Donc à vouloir faire toujours plus gros, toujours plus compliqué, on se rend compte que là on avait atteint un niveau de fiabilité absolument énorme dans la machine, ça permet également à l'humain
d'avoir aucun doute, jamais eu aucun doute quand je me suis installé aux commandes d'un Rafale dans la machine. C'est peut-être pas forcément vrai dans le F-35 à l'heure actuelle, mais ça pousse à réfléchir à la nouvelle génération d'avions, et je pense aux drones, aux futurs air taxi, toutes ces choses-là. Est-ce que il n'y a pas beaucoup à apprendre de ce programme F-35 pour essayer dans la nouvelle génération, la future génération d'avions qui seront plus ou moins automatiques ou autres, de ne pas chercher à faire trop compliqué, parce qu'on voit qu'au final, on se retrouve à avoir de plus en plus de problèmes liés à des problèmes de conception, peut-être de réflexion à la base, parce que ce feu réacteur, parce que de la canalisation carburant qui casse, qui est gênant sur un monomoteur, et on peut même aller plus loin, avec la complexité à gérer les sous-traitants, avec ce scandale sur les alliages chinois dans le moteur, au niveau d'une pompe qui était produite par Honeywell, qui a du cobalt et du samarium qui proviennent de Chine, et cela a amené l'arrêt de la production des Rafales, l'arrêt de la production des F-35 au début du mois d'octobre, le temps que quelqu'un aux États-Unis signe un papier qui dise ok c'est bon, en fait le F-35 on l'autorise avec de l'alliage chinois, et il ne savait pas depuis 2006 qu'il fabriquait un avion avec de l'alliage chinois, tellement le programme est compliqué, tellement il y a de sous-traitants, tellement ils ont atteint un niveau de complexité exponentiel, qui peut-être se retourne contre l'utilisateur final, contre l'objectif de la mission, qui est la protection de la nation qui achète ce matériel. J'arrête là pour aujourd'hui. J'ai pas les solutions, je suis juste là pour essayer de vous amener des angles différents, pour vous amener à vous poser de votre côté les bonnes questions. N'hésitez pas à partager dans la section commentaires. Dans tous les cas, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez appuyer sur la petite cloche. Nous sortons des vidéos le lundi, le vendredi, sauf aléa du direct. À très bientôt sur la chaîne, peut-être en conférence. Vous êtes nombreux à venir me voir autour des conférences en entreprise, ça me fait très plaisir. Et d'ici là, fly safe. D'un point de vue européen, on a du mal à vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé dans le Pacifique entre 1941 et 1945. Le mieux pour bien comprendre ce qui s'est passé sur ces îles isolées, c'est tout simplement cliquer sur le lien qui est juste en dessous, télécharger Unlisted, choisissez une campagne dans le Pacifique et de manière individuelle ou en multijoueur, allez combattre là-bas, que ce soit aux commandes d'une escouade ou aux commandes d'un avion et du côté que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas qu'en cliquant sur le lien en dessous, vous avez le droit à un bonus gratuit avec 3 jours premium, mais également des armements et des troupes supplémentaires. Allez, cliquez sur le lien qui est juste en dessous, on se retrouve dans la partie, et d'ici là, fight safe.